Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 11 septembre 2018. Les chiffres de l'emploi britannique attendus ce matin. Aujourd'hui, en fait, ce sera le focus du jour. Donc sans plus attendre, on va prendre connaissance de cet avertissement les gars sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un contre risque limité prend un risque de perte du capital attendu, du capital investi, pardon. L'investissement sur compte prend un risque de perte en capital. IG fonds d'investissement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors les chiffres britanniques attendus, mais on a une confirmation du signal haussier sur le JBP. De ce fait, peu importe la publication que nous aurons sur les chiffres de l'emploi, ça devrait être que du bruit intraday, mais ne devrait pas du tout changer la tendance. C'est pas des chiffres de l'emploi qui vont changer les signaux que nous avons reçus hier. Enfin, hier, c'était plutôt la confirmation du signal de vendredi. Donc voilà, concrètement, bullish GBP, probablement la devise qui va surperformer les majeurs lors des prochaines séances, voire prochaines semaines. Alors concernant briefing d'actualité, on a eu Donald Trump qui a reçu une lettre très chaleureuse et très positive, je cite, de la part de Kim Jong-un demandant une deuxième rencontre, et la Maison Blanche envisage d'en fixer une, d'après la porte-parole Sarah Sanders. Concernant le Brexit, alors on a eu un commentaire prudent du négociateur de l'UE sur le Brexit, Michel Bernier, selon lequel un accord pourrait être conclu d'ici novembre si des demandes irréalistes sont retirées de la table. Donc cette information qui semblerait classique, finalement a permis de rassurer les investisseurs sur un accord. Donc voilà, bon de la livre. Après le bon de vendredi, c'est clairement une confirmation des signaux. On va voir le GBP Index sur le graphique journalier. Mais concrètement, on n'a plus vraiment de résistance, d'indicateurs qui indiquent des résistances à court terme. Concernant l'ouragan Florence, qu'il faut suivre de plus en plus, l'ouragan Florence qui doit toucher la Corée du Sud jeudi soir ou vendredi matin, continue de prendre de la force et a été élevé au rang d'ouragan de catégorie 4, ce qui est l'un des plus élevés sur l'échelle. Cet ouragan est susceptible d'être le plus important des 30 dernières années. Alors il faut savoir qu'en Caroline du Sud, c'est pas là où il y a la production américaine de pétrole. Il n'y a pas beaucoup de stocks, en tout cas pas plus qu'on va dire la moyenne sur le territoire américain. Donc j'ai envie de dire l'impact sur le gros de pétrole est limité. Par contre, si la trajectoire change et se dirige plutôt vers le Texas et vers en fait le golfe du Mexique, là par contre, il y aurait un risque, enfin une hausse des cours de pétrole parce que le marché serait inquiet finalement des stocks euh, aux États-Unis. Donc cet ouragan est susceptible d'être le plus important des 30 dernières années. 1 million de personnes ont été appelées à évacuer et les dommages matériels sont estimés à 27 milliards de dollars. Sur les marchés actions, concrètement, les assurances sont en baisse depuis le début de la semaine et on a au contraire les entreprises de construction comme Home Depot par exemple qui affichent des gains. Parce que forcément le marché spécule sur des dommages et donc la construction. Concernant l'Australie, alors on a eu un plus bas de 30 mois de la USD. On a un rebond ce matin, mais on a quand même touché un plus bas de 30 mois, c'est significatif. Après, le décevant chiffre de l'indice de confiance des entreprises NAB en Australie, qui a chuté à 4 points en août, contre 7 un mois plus tôt. C'est le chiffre le plus faible depuis mai 2016, en dessous de sa moyenne, dans un contexte d'incertitude politique. Donc on voit bien que finalement, depuis maintenant pas mal de semaines, et même depuis le début de l'année, on n'a pas vraiment de catalyseur qui vient soutenir la UD, que ce soit macroéconomiquement, politiquement, ou sur les marchés comme les cours des matières premières qui sont en baisse. D'ailleurs, on a ce matin le MSCI Emerging Markets qui a un nouveau plus bas d'un an, plus bas depuis juillet. On va regarder le CRB Index qui, je vous rappelle, est l'indice des commodities. Si lui aussi était un plus bas, eh bien c'est clairement un signal baissier pour l'AUD. On va voir d'ailleurs la corrélation entre l'AUD et le MSCI Emerging Market et le CRB Index. Ça va être très intéressant. Voici un résumé des séances américaines et asiatiques. Dixie hier en baisse, grâce au bon titre fourni par The Guardian, comme quoi Michel Barnier, enfin ce qu'a indiqué Michel Barnier, ce que je viens de vous dire, donc hausse du GBP, hausse de l'euro. Vous savez que l'euro est corrélé à hauteur de 90%. Enfin bon,
euro et GBP sont corrélés à hauteur de 90% ensemble face au dollar. Donc forcément, qui dit hausse du GBP, hausse de l'euro. Et quand on sait que l'euro et le GBP ensemble, c'est à peu près, allez, de tête, comme ça doit être 65 à 70% du DXY, bien forcément, on a une baisse du dollar. Le S&P qui est en hausse, on voit que le Russell 2000 a inscrit les gains les plus importants, donc en gros les small caps qui ont superformé les marchés actions hier, enfin les marchés actions américains. Ce matin, on a le keynote qui prend un point de base, donc stabilisation du rendement à 10 ans. Le yen index qui perd 0,45. Le gold, le Nikkei qui sont en hausse, le Hang Seng dans le rouge. Alors on a plutôt, je dirais, un climat d'appétit peu au risque, vu que le yen baisse. Il n'y a pas vraiment de facteurs qui justifient d'un point de vue fondamental cette baisse du yen. Donc la seule raison qui explique cette baisse, c'est un regain d'appétit peu au risque. On voit le marché action américain qui est en hausse, le Dixie qui est en baisse, le yen qui est en baisse, le T-Note qui se stabilise. Bon, on a le gold qui est en hausse et le Hang Seng qui est en baisse. Ça, c'est un petit point noir, mais c'est normal que, enfin, disons que le Hang Seng en hausse, ça fait partie des marchés émergents. Donc voilà. Le climat n'est pas concrètement très précis ce matin. On n'a pas ni de l'appétit ni de l'aversion, mais je tendrai plutôt sur de l'appétit Boris vu qu'on a une baisse importante du yen sans facteur fondamental. Concernant le calendrier macroéconomique, donc comme je vous l'ai dit, le focus du jour sera à 10h30, les chiffres de l'emploi britannique, suivi à 11h de l'indice allemand. Alors on attend un taux de chômage stable à 4% au Royaume-Uni. Le salaire hebdomadaire moyen hors bonus sur 3 mois, enfin un rendement, une comparaison sur 3 mois, et ce rendement qui est annualisé, enfin ce pourcentage qui est donc annualisé, cette performance, enfin plutôt cette évolution, pardon. Et donc en fait, ça permet en fait de lisser l'évolution du salaire hebdomadaire pour pas qu'il y a un mois où c'est une hausse par exemple de, disons, 0,2% et l'autre mois c'est moins 1. Donc ça permet en fait de lisser la période pour pas avoir trop de bruit. Donc finalement, salaire hebdomadaire moyen hors bonus attendu en hausse à 2,8%. Donc ça veut dire pression salariale qui augmente. Pression salariale et donc inflation. Voilà donc pour les rendez-vous. Donc ça sera plutôt tourné vers l'Europe ce matin et ensuite on devra avoir une journée plutôt calme sur le plan macroéconomique. Alors, je salue la salle de trading. Bonjour Didier, bonjour Raymond, très heureux de vous retrouver tous les matins, hein, mes chers auditeurs et auditrices. Arnaud, bien le bonjour à vous. Didier, Edgy, François, Franck, voilà, bonjour à vous tous. Didier, ça en est où la menace de Trump de non seulement taxer 200 milliards de produits chinois, mais aussi 267 milliards supplémentaires? Et quelle est la réaction chinoise? Alors, pour le moment, pas de nouvelles hein, sur ce point. Depuis la menace de Donald Trump de doubler ses tarifs, eh bien, on n'a pas de nouveauté. À tout moment, Donald Trump peut décider de tweeter et annoncer que voilà, les États-Unis taxeront dès demain, par exemple, ou à une date quelconque de ce montant les marchandises chinoises. Donc pas de nouvelles là-dessus. Réaction chinoise, pour le moment aucune officielle, aucune annonce. Mais la réciprocité ne pourra pas se faire sur la balance commerciale puisque la Chine n'apporte pas autant que les États-Unis font. Donc la Chine, les moyens de réciprocité, c'est plutôt voilà, le levier, comme vous savez, de la Chine, c'est le fait que eh bien, l'Empire du Milieu est le premier créancier des États-Unis. C'est celui la Chine est le pays qui possède plus d'un quart, à peu près un quart, pardon, de la dette du gouvernement américain. Donc voilà, ça se joue là-dessus. Alors Chantal qui nous dit bonjour, je n'ai pas de son. Alors Chantal, bon, vous pouvez pas m'entendre, donc du coup je vais lui écrire que c'est un problème qui vient de chez elle. Voilà, son image 5 sur 5. Merci pour cette confirmation François. Le message est envoyé, donc on va passer tout de suite à la revue technique. Hein. Et on va commencer par, vous voyez, le MSCI Emerging Market. Nouveau plus bas. Enfin, vous voyez, les revenus sont plus bas finalement de la mi-août. Et c'est le plus bas depuis juillet. Vous voyez ce moment-là. Donc plus bas d'un an sur le MSCI Emerging Market. Au niveau du CRB Index, de Jones, CRB Index, on a
un nouveau repli. Enfin, on a eu un gap, pardon, le 10 septembre, donc hier, gap haussier, mais on peut voir qu'on a clôturé à l'équilibre. La tendance est clairement baissière, hein. Pour ceux qui ont des doutes, regardez, on a une oblique qui a chez tous les plus hauts. On l'a dépassé, mais concrètement, on y est proche. Le cours qui est en dessous de ses moyennes mobiles à 100, voire 50, 100, 200 périodes, sous le nuage Ishimoku. Donc voilà, concrètement, c'est tendance baissière sur les matières premières, tendance baissière sur les marchés émergents. Il faut savoir que dans les marchés émergents, on a 30% de la Chine, on a ensuite la Corée du Sud, l'Inde, et si vous regardez ces devises, eh bien, CNH USD, mince, CNH USD en baisse. Donc, depuis le début de l'année, voilà. CNH USD, KRW USD, qui est la monnaie sud-coréenne. KRW USD. Alors, roupie, alors je ne connais plus le ticker du roupie. Voilà, IDR, pardon. Alors ça, c'est l'Indonésie qui est également un marché émergent. Donc, on va le mettre IDR USD. Alors, le roupie. Bon, de toute façon, pas la peine, parce on en a suffisamment. Vous voyez que concrètement, les marchés émergents, que ce soit les marchés actions ou les devises, sont clairement sous pression. Donc voilà, baisse des marchés émergents. On regarde s'il y a quelque chose comme une corrélation avec l'AUD. On va ajouter des coefficients, donc EEM, qui est le ticker pour le MSCI, Emerging Market, donc marché émergent, et on va ajouter le gold ou le copper. Alors lequel est le plus corrélé? Il me semble que c'est le gold, hein. C'est avec le gold. Et on va se mettre donc à 200 périodes, et là, vous voyez, corrélation entre AUD-USD et le MSCI Emerging Market que je mets tout de suite en orange, 95% sur 200 périodes. Donc, autant vous dire que c'est extrêmement positif. Et avec le gold, c'est 85%. Et vous voyez, concrètement, sur du long terme, on voit que la tendance, c'est clairement une corrélation positive. C'est-à-dire que l'AUD dépend de la situation des marchés émergents et la situation des matières premières. Et si on regarde l'AUD yen, donc là on est sur l'AUD USD, l'AUD yen, on voyait c'est un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins bien corrélé, mais on a quand même quelque chose plutôt positif, en tout cas avec les marchés émergents plutôt que le gold. Vous voyez que le gold ça varie. Par contre, les marchés émergents, on a clairement une dominance des marchés, d'une corrélation avec les marchés émergents. Bon, en tout cas, la plus importante est l'AUD-USD. Hein. Si on se passe sur 5 ans, vous voyez la corrélation, il n'y a aucun doute, hein, elle est positive entre les deux marchés, surtout avec les marchés émergents. Donc, qui dit nouveau plus bas sur les marchés émergents, eh bien, dit AUD sous pression. Et actuellement, qu'est-ce qu'on a sur l'AUD Index? Rebond de 0,07. Donc, on a un contre-signal. Et puisqu'on sait que c'est les marchés émergents qui guident l'AUD et non pas l'AUD qui guide les marchés émergents, eh bien, tout rebond de l'AUD dans ce contexte où les marchés émergents sont en baisse, eh bien, c'est baissier. Donc, voilà, AUD-USD, c'est tout rebond est une opportunité pour le shorter finalement. Donc voilà, si on a un rebond, vous voyez, par exemple à la moyenne mobile à 20 jours qui est ici là, en noir, pardon. En fait, c'est le centre des bandes de Bollinger. Si on a un retour à ce niveau de prix, eh bien, ce serait une opportunité pour vendre. D'ailleurs, vous voyez que dès que le prix revient au-dessus de sa bande de Bollinger, en fait, sa moyenne mobile à 20 jours, on a un prix qui est attractif d'un point de vue timing. C'est pas forcément le point haut dès qu'on dépasse cette moyenne mobile, mais on arrive sur un niveau de timing important. En tout cas, c'est trop risqué de shorter au niveau de prix, enfin trop risqué, non, parce que la tendance elle reste baissière, mais d'un point de vue encore une fois timing, attendons un retour au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours avant de shorter à nouveau. Voilà, donc pour ceux qui ont des doutes sur la tendance de l'AUD, regardez le MSCI Emerging Market, regardez la tendance du gold, regardez également le CSI 300 qui, je vous rappelle, la Chine, hein, c'est le pays qui est le plus présent dans le MSCI Emerging Market. Le CSI, c'est Shanghai avec 300 entreprises. Et donc, vous voyez que la corrélation est extrêmement positive, 0,91. Elle est encore plus avec le MSCI Emerging Market. Mais voilà, qui dit nouveau plus bas sur le CSI, nouveau plus bas sur le MSCI, dit
AUD sous pression de façon très importante. Voilà. Et puisque l'AUD et puisque pardon le CSI 300 ce matin est, vous voyez, en baisse, eh bien on sait que l'AUD va avoir du mal à progresser. D'ailleurs, vous voyez que là, le CSI, la tendance, elle est indiscutablement baissière, hein. Même si on met donc Ichimoku, le nuage. Moi, je vais enlever juste la baseline. Enfin, baseline, je vais juste garder le nuage. Voilà. Ça, c'est pas normal. Voilà, donc vous voyez, CSI 300, il n'y a aucun doute, la tendance, elle est baissière, hein. Voilà. Tendance baissière pour le CSI. Et si on a une clôture sous ces 3180, signal baissier pour l'AED, mais pas seulement. Pas seulement parce qu'on l'a vu hier, nous l'avons vu hier, le CAC qui est corrélé de façon positive, enfin le CAC, les marchés européens concrètement, qui sont corrélés de façon positive avec les marchés émergents à court terme. On regarde, CAC 40, on va même mettre le stock 600, ouais, comme ça on a le marché européen. Stock 600, c'est pas la zone euro, hein, c'est toute l'Europe. Ça veut dire il y a des entreprises chinoises, il y a des entreprises suisses, il y a des entreprises polonaises, il y a des entreprises britanniques. Voilà, c'est pas que la zone euro le stock 600, alors que l'Eurostoxx 50, c'est la zone euro. Donc stock 600, on va mettre une corrélation à court terme à 20 périodes. On va mettre celle également avec le spread Italie-Allemagne, puisque nous savons que la situation en Italie inquiète les investisseurs européens. On va mettre également 20 périodes. Et qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre par exemple le NICE. Le NICE qui est l'indice qui regroupe 2000 à peu près actions américaines. Donc pareil, 20 périodes. Et on va le mettre cette fois-ci en vert. Et donc, vous voyez qu'à court terme, la corrélation sur 20 périodes, donc 20 périodes c'est un mois, hein, c'est un mois de bourse. Depuis juillet concrètement, la corrélation qui domine, c'est celle avec le MSCI Emerging Market. Vous voyez que le spread italien, bon, il y a une corrélation négative, mais concrètement le plus bas il est à 80%. Or le MSCI il est à 90, hein, ce plus haut. Donc voilà, MSCI le MSCI Emerging Market qui est le plus influent, c'est le baromètre, hein, finalement des marchés européens à court terme. Tant que cette corrélation reste positive et supérieure au NICE ou à ce spread, c'est le MSCI Emerging Market qu'il faut surveiller pour trader les indices européens. Donc là, j'ai mis le stock 600, mais si on regarde avec le CAC 40 par exemple, CAC 40, 0,92%. Là, la corrélation qui devient positive, c'est alertant. Et avec le NICE, 0,63. Donc encore une fois, on voit que la corrélation du CAC est beaucoup plus importante avec le MSCI Emerging Market qu'avec le spread Italie-Allemagne, qui est le deuxième facteur le plus influent. On le voit parce que les creux, vous voyez, se font à 0,80%. Et le NICE, vous voyez que la corrélation, bon, elle est généralement positive, mais là, vous voyez que bon, c'est pas la plus importante. Donc voilà, nouveau plus bas du emerging market ce matin. Eh bien, on va avoir un marché européen qui va être probablement sous pression. Donc voilà, je suis assez mitigé, hein, sur les actions européennes à court terme, enfin même pour ce mois de septembre. Il faut savoir que le mois de septembre, c'est avec le mois d'août statistiquement les deux pires mois pour les marchés actions mondiaux, pas que européens. Et ajouter à cela le fait qu'on a un CRB index baissier, donc matières premières en baisse, et des marchés en développement, des économies émergentes, excusez-moi, en baisse. Ouais, il n'y a pas vraiment de facteur qui viendrait justifier un achat du CAC, à part ce fameux spread Italie-Allemagne. Mais puisqu'on le voit qu'il a une corrélation moins importante
qu'avec le MSCI Emerging Market. Il faut peut-être attendre que cette corrélation du MSCI Emerging Market se réduise fortement, comme ce fut le cas ici, où là on n'avait pas vraiment de corrélation. Vous voyez, ça variait presque d'une semaine à une autre, donc là on n'avait pas vraiment de corrélation. Mais depuis concrètement ce moment-là, depuis le mois de mai, on a la corrélation qui devient positive et qui se stabilise à 0,90 en moyenne. Voilà. Et pourquoi on a cette corrélation positive? Bien parce que finalement l'Europe, comme la Chine, est visée par la politique de Donald Trump. Donc tant qu'on aura cette politique de protectionnisme, finalement, on aura un marché émergent sous pression, mais également une Europe qui sera tendue. Alors pas autant que les marchés émergents, d'ailleurs on le voit très bien, l'Europe est peut-être, on va dire, à 5% sous ses récents sommets, alors que le MSCI Emerging Market est à moins 15, quelque chose comme cela. Donc voilà, c'est pas la même amplitude de baisse, mais on a quand même une certaine corrélation. Donc voilà. Moi, je surveille finalement le MSCI Emerging Market et je surveille surtout le CSI 300 parce que si on regarde le CSI 300, corrélation CSI 300 avec le CAC, 20 périodes, 75%. 75%. Donc encore une fois, si on a un plus bas sur le CSI, un plus bas sur le MSCI Emerging Market, il y a de fortes chances qu'on connaisse une baisse du CAC, du DAX, des indices européens. Voilà, donc plutôt baissier sur les indices européens pour les prochaines séances, tant que ce MSCI Emerging Market et ce SI 300 sont tous les deux orientés à la baisse. On peut regarder peut-être le CRB Index, ça peut être intéressant. CRB, voilà. CRB, on va se mettre sur du long terme. Voilà, sur du long terme. Donc on a une corrélation qui est positive, hein, environ, vous voyez, 0,50, 0,40 depuis le début de l'année. Donc pareil, cette corrélation positive nous dit que si on a une baisse du CRB Index, on va avoir une baisse des marchés actions européens. Voilà. En fait, ça permet d'arbitrer, connaître ces corrélations permet d'arbitrer le marché, parce que le marché n'est pas synchronisé à la seconde, ni à la minute, ni à l'heure, ou même ni à la journée près. Donc si on a une baisse du CRB, du CSI, du MSCI Emerging Market, on n'a pas forcément une baisse des marchés européens. Or, on le voit avec ces corrélations que c'est normalement le cas. Ça devrait être normalement le cas. Donc ça permet en fait d'offrir des opportunités. Le fait de connaître ces corrélations, ça permet d'optimiser ses stratégies de trading. Bref, ceci étant dit, donc je suis baissier sur les indices européens. Techniquement, le CAC, faut qu'il clôture sous les 5100 points pour 5100 pardon, 5246 pour émettre un signal baissier. Donc personnellement, tout retour à 5300. Dans ce contexte où, je rappelle encore une fois, excusez-moi pour la répétition, mais dans ce contexte où le MSCI Emerging Market et le CSI 300 sont en baisse, eh bien tout rebond des marchés européens sont, à mon sens, une opportunité pour les shorter. Voilà, donc si le CAC revient à 5003, honnêtement, je pense que le risque se tourne davantage, enfin le potentiel sont davantage à la baisse qu'à la hausse. Après, c'est mon avis. Voilà, donc mon opinion pour le CAC, retour à 5003, stratégie vendeuse. Et le DAX, donc stratégie vendeuse jusqu'à 5246, puis pourquoi pas le récent plus bas de l'année vers les 5100. Et pour le DAX, donc, si on a un rebond par exemple à 12102, vous voyez qui était ce récent creux sur lequel le cours avait rebondi le 15 août, eh bien qui dit retour à 12102 dit potentiellement une opportunité de vente. Voilà. Une opportunité de vente jusqu'à 11 700. Chantal, quels sont les marchés émergents? Alors les marchés émergents, Chine. Regardez, on va regarder le MSCI, ce sera beaucoup plus précis en termes de pondération. MSCI Emerging Market. Donc c'est la référence, c'est l'indice pour prendre la température sur les marchés émergents. Et donc vous voyez ici, country weight, donc c'est la pondération des pays dans cet indice, 30% Chine, 15% Corée du Sud, 12% Taïwan, 9% l'Inde, Afrique du Sud 6% et les autres 25%. Donc en fait, si vous regardez la Chine, la Corée du Sud
et Taïwan et l'Inde, vous voyez, c'est 4, eh bien, ça fait plus de 50%, de loin, ça fait même 60. Vous voyez, si vous regardez 1, 2, 1, pardon, 1, 2, 3, 4, 4 plus grosses font, on va dire, 2 tiers hein, de l'indice. Et quand on voit que la couronne sud-coréenne et le CNH, le yuan sont baissiers, plus les marchés actions valident cette baisse, voilà, on a un marché, des marchés émergents qui sont sous pression. Bonjour, sur les indices fin de semaine dernière, vous utilisez la volatilité pour évoquer un rebond possible. Dès lundi, vous utilisez les statistiques sur les hausses-baisses mensuelles pour évoquer une baisse dans un cas 1 sur 2. Vous avez raison. Est-ce que vous avez pourquoi? Quel est votre taux de réussite réel dans vos prédictions? Alors, taux de réussite, non, je n'ai pas mesuré mon taux de réussite. Hier, sur mon article Wall Street, j'envisageais un rebond. J'envisageais un rebond puisque, alors, mon article Wall Street qui est juste ici, voilà. Puisqu'on avait une baisse importante à court terme, une série de baisses importantes sur les marchés américains, notamment NICE qui enchaîne, vous voyez, qui enchaînait plus de 4 séances consécutives de baisse, 5 en fait, en 3 ans, vous voyez, c'est le record. Hein. Et le Nasdaq Composite qui a 3 ou 4 000, pardon, 4 000 plutôt, il me semble, actions, donc 2 fois plus que le NICE. Nasdaq Composite, alors c'est pas le plus bas, vous voyez, en 3 années, mais on est quand même sur un niveau extrêmement bas. C'est 4,5 séances, enfin 4 séances consécutives de baisse concrètement. Donc voilà, ça c'est des indicateurs de respiration qui permettent d'anticiper un rebond de court terme uniquement. Un rebond de court terme. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu hier? Je reviens. Hausse des marchés américains. Donc voilà. Ces statistiques sont valables pour une séance. C'est également utile pour se positionner sur du long terme sur les marchés américains. Quand vous savez qu'il y a très peu de chances, c'est très rare qu'on a 4 séances consécutives de baisse, eh bien on sait qu'on a généralement une opportunité pour se positionner en achat. C'est pas forcément le plus bas parce que c'est pas parce qu'on a 4 séances consécutives de baisse et un rebond pendant une séance qu'on a fait le point bas. On peut avoir après cette séance de rebond une nouvelle baisse. Mais bon, voilà, ça permet en tout cas d'avoir une estimation à court terme pour la séance, si on va avoir un rebond ou non. C'est pareil à la hausse. Hein. À la hausse, vous voyez que si vous avez 6, 7 séances, vous voyez 3 standards déviation. Donc, si vous avez 7 séances consécutives de hausse, il y a des fortes chances que la journée qui commence soit baissière pour les marchés américains. Pas parce qu'on a un climat d'aversion pour risque, mais parce qu'il y a une prise de bénéfice qui se fait, tout simplement. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on appelle de respiration pour mesurer la brief indicators. Donc c'est voilà la respiration du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on a eu ce rebond ce lundi, qu'on va avoir un rebond des marchés mondiaux. Moi, je suis haussier sur les marchés américains, comme vous le savez, parce que voilà, la tendance elle reste clairement haussière. Hein. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas, techniquement, c'est haussier. Hein. S&P, Nasdaq, peu importe, au-dessus des nuages de Shimoku, au-dessus moyenne mobile à 200 séances. Donc, je suis haussier sur le marché américain. Maintenant, je vois que les marchés européens voilà, ont du mal et on voit avec les corrélations sont de plus exposés, de plus en plus influencés pardon, par les marchés émergents. Et vu que les marchés émergents sont sous pression, c'est pour cela que, voilà, à terme, pour ce mois-ci, je m'attends à une baisse du CAC 40. Maintenant, oui, on a eu CAC ou DAX, vous voyez, en fin de semaine dernière, en dessous de leur bande de Bollinger. Alors d'ailleurs, on va mettre bande de Bollinger. Vous voyez, donc on a eu un rebond hier. Maintenant, c'est pas parce qu'on a un rebond hier qu'on a fait le point bas pour ce mois-ci. J'ai en aucun cas dit qu'on a fait le point bas pour le mois. Donc voilà, je m'attendais à un rebond. Pour le moment, c'est chose faite. Je dis pas qu'on va revenir au pivot mensuel, je dis pas qu'on va revenir à 5500. Au contraire, je dis que ce rebond offre une opportunité à shorter tant que le CSI ou le MSCI Emerging Market sont orientés à la baisse, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, si on a un retour à 5300, 5322, honnêtement, je pense que c'est une opportunité de vente des actions, enfin du CAC en l'occurrence pour ce graphique, mais c'est pardon également le cas pour les indices européens.
La Chine est un pays émergent. Alors oui, c'est encore considéré comme un pays émergent, en fait une économie émergente, bien que ce soit la deuxième puissance économique mondiale. Quand on a un taux de croissance supérieur à 6%, c'est généralement pas le cas pour une économie développée. Donc oui, la Chine, bien qu'elle soit la deuxième plus grande puissance économique mondiale, ça reste un pays qui est émergent. De par ses réformes, sa structure économique, que ces statistiques macroéconomiques qui sont encore, oui, en développement. Voilà. Donc oui, la Chine est considérée comme un pays émergent, même si on peut dire que c'est le pays émergent le plus avancé. Disons que la frontière entre pays émergents et pays développés est assez, comment dire, je dirais pas floue, mais voilà, en tout cas, la Chine fait partie encore des pays émergents, est considérée comme un pays émergent. Oui, mais le MSCI est en survente. Et alors, je vois pas c'est pas parce qu'il est en survente qu'on va avoir le point bas enfin, je vois pas pourquoi le fait qu'il soit en survente indique que c'est le point bas du mois. Voilà. Encore une fois, septembre, c'est le pire mois de l'année pour les marchés actions avec le mois d'août. On a un MSCI Emerging Market qui a un plus bas annuel, qui a un plus bas de mois de juillet. Le CSI 300 qui a un plus bas également. Le CRB qui est dans une tendance baissière. Bon, c'est pas parce que le RSI ou on a une bande de Bollinger, enfin le prix qui culture soit à bande de Bollinger qu'on a forcément fait le point bas pour le mois. Je l'espère pour les acheteurs, mais ce n'est pas mon opinion. EURUSD explose à la hausse, est-ce normal, nous demande Marcel. Alors, euro-dollar, il faut savoir qu'on a un certain degré d'appétit pour risque sur les devises ce matin. Alors, on voit le dollar qui est en baisse, dollar et yen, depuis le début de l'année, les devises refuge dans ce contexte de guerre commerciale. Dès qu'on a un regain de tension sur le plan commercial international, avec notamment les tweets de Trump, qu'est-ce que nous avons? On a le yen en hausse et le dollar en hausse. On le voit à chaque fois qu'on a un tweet menaçant de Trump envers la Chine ou envers n'importe quel partenaire économique mondial. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il suffit de regarder Forex, USD Yen en baisse. Donc voilà, on a sur le Forex en tout cas de l'appétit pour risque. C'est pas forcément le cas sur les marchés actions, puisque encore une fois, on a le CSI 300 et le MSCI Emerging Market qui sont globalement assez bas et qui sont en baisse aujourd'hui. Mais en tout cas, sur le Forex, on voit Euro, GBP, CAD, NZD, CHF, AUD. Même l'AUD est en hausse face au dollar. Même l'AUD est en hausse. Donc voilà. Et puis l'Euro GBP, il faut savoir qu'ils sont haussiers grâce bien, au titre d'hier, je rappelle, de The Guardian par rapport au Brexit. Donc voilà, euro-dollar, moi vous connaissez ma perspective, hein. Ça fait depuis maintenant 1-2 semaines, depuis que je suis donc depuis début septembre, pardon, que je suis haussier depuis le pivot mensuel, 1,1550, seuil d'invalidation les 1,15 et on vient chercher à court terme les 1,1733, puis 1,1852 et voilà, à terme, je parle bien des 1,20. Mais tout d'abord, le premier objectif en swing trading pour la semaine que j'ai indiqué hier dans mon point de marché et hier également dans mon article disponible sur DailyFX pour ceux qui ont des doutes. 1,1733. Voilà, pivot mensuel achat, invalidation 1,15, 1,1733 objectif. GBP, pareil, aussi depuis hier, avec, je rappelle, signal aussi qui nous a été donné par ce GBP Index. GBP Index, on est sur du journalier. On a cette oblique baissière qui a cherché tous les points hauts depuis la baisse qui a commencé à la fin du printemps. Donc breakout de cette oblique vendredi, breakout de ce nuage du Shimoku hier. On teste la moyenne mobile à 200 séances aujourd'hui. Donc ça c'est la résistance maintenant. Si on a la cassure de cette moyenne mobile, ça renforcera la perspective haussière. Ça démontrera un degré d'optimisme particulièrement important sur la livre sterling. Donc voilà. De toute façon, c'est déjà possible de payer la livre. Et d'ailleurs, c'est chose qui a été annoncée hier, vous voyez, depuis ce prix actuel sur le GBP jusqu'à 1,3043. Alors, ça c'était l'objectif de la semaine. Honnêtement, voilà, on ne pouvait pas prévoir le titre l'annonce de The Guardian. Donc c'est pour ça que l'objectif semble bas
mais en même temps, c'était impossible d'anticiper ce rebond hein, aussi important du GBP. Mais donc l'objectif de swing trading que j'avais annoncé hier dans mon point de marché, c'était la moyenne mobile à 200 pardon, à 100 jours, 100 jours qui se situe, vous voyez, à 1,32. Donc c'est dans l'optique, c'était notre deuxième finalement objectif. Donc voilà, 1,3043 ça a été atteint. La moyenne mobile à 100 jours comme prochain objectif. Et à terme, je pense qu'un retour à 1,35, en fait à cette moyenne mobile à 200 séances, me semble possible. Marcel qui nous dit pourtant USD Yen monte. Alors oui, USD Yen monte, mais voilà, il monte de 0,36%. Si on regarde par exemple l'euro yen, regardez l'euro yen, plus 0,72. Donc oui, le dollar monte face au yen, mais on n'a pas non plus un momentum extrêmement élevé. Vous voyez, euh, on regarde ce graphique. Et vous voyez que l'USD et le yen sont les deux devises qui sont les plus baissières sur les 24 dernières heures, parmi les majeures. Voilà. Donc, et à l'inverse, l'euro et le GBP sont les deux devises les plus haussières. Donc, achat euro, achat GBP, dollar en baisse. Le yen, je n'anticipais pas ce repli aussi important qui, je pense, est dû un regain d'appétit pour le risque depuis le début de la semaine sur les devises. Mais voilà, parce que fondamentalement, je ne trouve pas de justification qui vient expliquer cette baisse. Donc voilà. Voilà. En tout cas, ces rebonds, on voit des devises commodities, AUD, NZD, CAD, sont finalement face au dollar des opportunités pour les shorter. Puisqu'on le sait, l'AUD, le NZD sont corrélés positivement aux matières premières, aux marchés émergents, et qui dit baisse des marchés émergents, mais hausse de l'AUD USD et hausse du NZD USD, on a une divergence des signaux. Et on sait que c'est l'AUD USD et le NZD USD qui mentent. Donc, ces rebonds permettent de les shorter finalement. C'est ces deux paires majeures, AUD USD et NZD USD. Voilà, donc pour la journée, je pense que voilà, l'euro dollar et le GBP USD sont les deux paires à continuer à trader aujourd'hui. Vous voyez, euro, GBP face au dollar. Face au yen, je ferai attention parce que encore une fois, le yen, bien qu'il est en baisse aujourd'hui, vous voyez, on reste dans un range, mais le potentiel, il se tourne davantage à la hausse. Il se tourne davantage à la hausse. Alors que le dollar, alors, ah pardon, je suis sur le CHF. Voilà, le dollar, tant qu'il se situe sous cette oblique qui va chercher les sommets 2016-2017, eh bien, je suis baissier pour du court et moyen terme. Voilà. L'invalidation se fera, enfin, l'invalidation de stratégie short sur dollar se fera en cas de clôture au-dessus de cette oblique. Mais tant qu'on est en dessous, le potentiel se tourne davantage à la baisse pour l'USD. Voilà, donc, qu'il soit à court ou moyen terme, je suis baissier sur le dollar. Alors que l'euro, vous voyez, l'euro breakout en cours. Le GBP, on l'a vu, on a eu un beau breakout. Donc, on a voilà, une hausse des devises européennes qui ont été sous pression pendant pas mal de semaines ces derniers temps. Donc, voilà, hausse du GBP USD, hausse de l'euro dollar. Je pense que les R2, R2 journaliers peuvent être des objectifs raisonnables. Oui, on a atteint le R1. Tout va dépendre des chiffres qui vont être publiés donc à 10h30 et 11h. Mais vous voyez, R2 journalier 1,3147 et le GBP et l'euro dollar, pardon. L'euro dollar, le R2 se situe à 1,16 pardon, 60. En tout cas, en swing, vous voyez les signaux qu'on a eu hier, enfin l'annonce hier matin, 1,1565, il y a déjà un gain de plus de 50 pips. 40, 40 et 30, donc 70. Il y a 70 pips de gain pour le moment sur l'euro dollar et on va chercher les 1,1733. Et pour le GBP, bon, c'est grâce au titre de The Guardian, mais bon, la tendance a été quand même, moi j'anticipais un rebond. En tout cas, c'était l'analyse, je vous rappelle. C'était l'analyse et donc voilà, on vient chercher finalement, on vient chercher à court terme le R2 journalier et on voit que le R1 mensuel se situe un tout petit peu plus haut vers les 1,3080. Donc là, on a une résistance quand même, on devrait avoir une résistance importante.
Au niveau de l'or, je suis également aux haussiers, puisque j'ai une perspective baissière pour le dollar à court et moyen terme. Qui dit baisse du dollar dit hausse de l'or. Dit hausse de l'or. D'ailleurs, pour ceux qui ont des doutes, gold, corrélation pardon, avec le DXY sur du long terme. Voilà, 200 périodes, on est à 0,90. Hein. Donc la corrélation est indiscutablement négative entre les deux actifs, entre gold et DXY. Donc qui dit baisse du dollar, enfin qui dit hausse de l'euro, dit baisse du dollar, dit dit hausse du gold. Voilà. Donc quelle qu'en soit la raison de la baisse du dollar, c'est positif pour l'or. Et donc voilà, le prix actuel, 1196, me semble attractif, encore une fois, à payer pour viser 1214, qui est mon objectif de la semaine. Mon objectif de la semaine, mon objectif de moyen terme, voilà, c'est mon objectif de swing trading pour l'or. 1214 dans un premier temps. Si on a un breakout, si on voit qu'on a un momentum particulièrement baissier sur le dollar et que l'euro dépasse les 1,1733, que le GBP USD dépasse les 1,32, alors il sera possible, oui, d'envisager une hausse de l'or de façon beaucoup plus importante, comme un retour à 1236 $. Le yen nous fait du bull trap. Alors, est-ce que vous dites ça par rapport à une paire ou est-ce que vous dites ça d'une manière générale? Alors moi, personnellement, sur du moyen terme, moyen long terme, je suis plutôt aussi sur le yen. Hein. Je suis plutôt aussi sur le yen dans ce contexte vraiment dont les marchés sont inquiets. Hein, on le voit, hein. On le voit avec les marchés. Hein, finalement, les marchés actions, à part Wall Street, il n'y a aucun marché action qui tient encore. Tous les marchés actions sont sous leur top de l'année, à part Wall Street. Donc on a plutôt un climat d'aversion pour le risque sur du moyen terme dans ce contexte de tension commerciale. Et donc le yen, c'est une devise particulièrement appréciée. Il manque que le breakout du yen pour que ça parte, beaucoup plus haut. Et il suffit de regarder peut-être le rendement à 10 ans du yen. Je vous rappelle, le plafond a été alors, le plafond a été supprimé en fin juillet. Il était de 0,10% auparavant, il est dorénavant de 0,20. Donc on a une potentielle hausse de ce rendement et donc du yen également. Voilà, donc que dire de plus? Haussier euro, haussier GBP, baisse du dollar, l'or haussier, et on le voit d'ailleurs que l'or finalement n'a pas fait son rebond alors que l'euro et le GBP l'ont fait. Donc là on a une certaine vraiment divergence entre l'or et l'euro. D'ailleurs, excusez-moi, je vais revenir sur l'or, mais si on remet coefficient de corrélation avec l'euro-dollar, corrélation de 0,87%. Donc on a le gold qui se stabilise à court terme. Oui. Par contre, on a l'euro qui est en forte hausse. Donc là, on a un signal positif pour l'or. Enfin, on a en tout cas l'un des deux qui monte. Donc soit c'est l'euro, soit c'est le gold. Personnellement, je préfère penser que c'est l'euro qui a raison puisque c'est le GBP également qui augmente. Donc, donc voilà. Donc gold, là on a un signal haussier puisqu'il est en retard. Enfin, il n'est pas en hausse contrairement à l'euro. Or, il devrait l'être au vu de la corrélation historique qu'il existe entre ces deux actifs. Donc voilà, à court terme, hein, je rappelle 1214. Bien évidemment, cette moyenne mobile à 200 jours qui a fait office, vous voyez, de résistance quand même pas mal de temps lors des récentes séances, pourrait être un objectif intermédiaire, donc vers les 1203, 1204 $. Mais voilà, le but, hein, c'est à court terme les 1214. Pourrait-on avoir ton approche sur le GBP CAD? Alors bien sûr, GBP CAD, donc on a un GBP, vous voyez, qui rebondit assez bien. On est en haut d'un canal qui va probablement être cassé, ce canal, puisque le CAD est particulièrement sous pression tant qu'on n'a pas d'accord de l'ANA. Et finalement, même s'il y a un accord de l'ANA qui est trouvé, vu que cet accord a déjà été pas mal intégré dans les prix, il y a peu de chances que le CAD progresse. En tout cas, il a une marge de progression, ce CAD, beaucoup moins grande que le GBP. Le GBP est clairement, je pense, sous-évalué dans un contexte de soft Brexit. Dans un contexte de hard Brexit, je pense qu'il est à la bonne valorisation, vu que ce canal a démontré sa pertinence quand même
pas mal de fois hein, depuis le début. À chaque fois qu'il a revenu, chaque fois que pardon, ce GBP est revenu en bas du canal, on avait le hard Brexit qui était, comment dire, favorisé par les investisseurs. En tout cas, c'était le scénario privilégié. Et ensuite, on a eu le soft Brexit qui est revenu, qui a été privilégié à nouveau, et on a eu ce rebond jusqu'en haut du canal. Et c'est exactement le cas encore. Donc, quand il est en bas de ce canal, on a plutôt un prix du GBP attractif d'un point de vue technique. Et alors que le CAD, finalement, le CAD, qu'est-ce qui a été pricé? 80%, à peu près 70-80% la hausse des taux du mois prochain de la Banque du Canada. Et pour l'ALENA, donc on n'a pas de chiffres, hein, mais on voit que le CAD a quand même assez bien superformé les majeurs depuis la mi-juin, tout comme le peso mexicain qui est positif face au dollar depuis le début de l'année. Imaginez le peso mexicain qui fait mieux que le dollar. C'est la seule parmi les devises majeures. Enfin, c'est pas une devise majeure le peso mexicain, mais ni le CAD, ni l'euro, ni le GBP, ni aucune autre devise majeure fait mieux que le dollar depuis le début de l'année, à part le yen qui, on va dire, est à l'équilibre, est à plus ou moins 1% face au dollar. Mais le peso mexicain est en hausse face au dollar USD depuis le début de l'année. Pourtant, d'un point de vue macroéconomique, à part les hausses des taux qu'on a au Mexique, mais on en a également au Canada, on en a également dans d'autres pays, c'est pas la hausse des taux qui justifie la hausse du peso mexicain, c'est clairement la spéculation. C'est clairement la spéculation quant à un accord de l'ALENA. Donc finalement, l'accord de l'ALENA, s'il y en a un, ça devrait avoir un impact positif à court terme, mais assez limité. C'est pas ça qui va permettre un rallye haussier du CAD. En tout cas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc le GBP CAD, bien qu'on est proche de la borne haut de ce canal, je pense qu'il y a une perspective haussière beaucoup plus importante. Néanmoins, il faut attendre des signaux techniques. Donc, il faut attendre un breakout. Là, on a la moyenne mobile à 100 jours qui, on va dire, vous voyez, à quelques pips près, correspond au haut de ce canal. Donc, si on a un breakout de cette moyenne mobile et de la borne haut du canal, c'est signal haussier jusqu'à potentiellement les sommets. Voilà, donc ça sera l'idée, mais on aura des objectifs intermédiaires comme les points pivots mensuels, on a les retracements de Fibonacci, vous voyez 38, 50, 61%, etc., etc. Mais donc, je pense pas que le fait qu'on retourne en haut de ce canal soit une opportunité de vente. En tout cas, que ce soit opportunité d'achat ou opportunité de vente, pour le moment, on n'a aucun signal qui viendrait justifier un achat à ce moment précis, aujourd'hui, ou une vente. Vous voyez, on n'a pas d'avalement baissier, on n'a pas de divergence. Donc, on n'a ni de signaux baissiers à court terme, ni de signaux haussiers exploitables ce matin. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, je pense avoir fait le tour. Alors, je vais faire juste un petit tour sur le pétrole. Regardez le pétrole qui reteste ce canal et le spread Brent WTI qui est à 10. Et à chaque fois qu'il atteint 10, vous savez qu'il y a une réaction des cours de pétrole. On va se mettre en hebdomadaire. Vous voyez, 10 comme résistance depuis 2015. Donc voilà, c'est un seuil important qui est particulièrement suivi par les investisseurs. C'est quoi ce spread? En fait, c'est l'écart de prix entre le baril Brent et le baril WTI. Donc quand on a un spread de 10, c'est-à-dire que le Brent est 10 dollars plus cher que le WTI. Alors on peut pas exploiter ce signal, hein. Disons que on peut pas dire que parce que ce spread est à 10, on va avoir une baisse du Brent. Ça peut soit être une baisse du Brent ou soit être une hausse importante du WTI. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne peut pas vraiment savoir lequel va réagir. Mais en tout cas, on peut dire qu'on va avoir une certaine volatilité, que ce soit baissière sur le Brent ou haussière sur le WTI à court terme. Donc voilà. Donc pour le Brent et pour le WTI, swing trading moyen terme, tant que le Brent est dans ce canal et ne le dépasse pas, et que ce WTI est sous 70 dollars, honnêtement, je garde une perspective baissière jusqu'au moyenne mobile à 200 séances. Voilà, donc ça sera tout pour ce point de marché. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Je vous remercie pour votre attention en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour mon prochain point de marché. Pas de webinaire de Yoav Nizar aujourd'hui, étant donné qu'il est absent. Il sera parmi nous à nouveau demain. Donc voilà, prochain webinaire de DLFX demain matin à 9 h comme d'habitude.